que ça, c'est un truc, je l'ai pas dit à beaucoup de monde, mais Monaco, j'avais pas envie d'y aller au début. C'est vrai? Ah, j'avais vraiment pas envie d'y aller au début. Et en vrai, meilleure décision de ma carrière. Ouais. J'avais rencontré une basketteuse de l'élan. Et elle me disait, ah, tu vas où là? Après les cours, je dis, ah, je vais travailler sur mon shoot. Elle me dit, ah, mais c'est toi qui as le shoot qui part du coup. Et je me souviens que cette phrase, elle m'avait tellement marqué. Quand j'étais avec Monaco, je les entendais crier. Je me disais, mais venez, on leur en met 40. Ouais, non, mais C'était une motivation. après, il faut avoir le roster aussi pour pouvoir dire ça. Oui, c'est vrai. Yacouba, merci d'être parmi nous. Tout juste champion de France, même si l'épisode va sortir la saison prochaine. En plus, tu as mis le t-shirt qui est de circonstance. Est-ce que tu t'es changé d'ailleurs ou tu viens directement de soirée du coup? Ouais, déjà, merci de me recevoir. Non, j'arrive directement de la finale. Je me suis assis ici avec toi, tranquillement. Quelques gros shoots, quelques défenses et directement à Chalon pour un match de gala. Et c'est vraiment cool de pouvoir t'avoir dans le podcast. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire d'ailleurs. Et pouvoir trouver le moment, tu as beaucoup de bonnes choses à nous raconter. Je pense que tu as un parcours super inspirant et ça peut intéresser des jeunes, tant mieux. Avant de... Bon, voilà, comme on l'a dit, multiple champion de France. Combien de fois maintenant? 15-20 fois? Trois fois, doucement. Trois fois, c'est déjà top. Donc beaucoup de gens te connaissent par rapport à Monaco, ils t'ont vu en équipe de France, ils t'ont vu à Paris également. Mais au final, Yacouba, est-ce que tu peux te présenter d'où tu viens pour ceux qui ne te connaissent pas tant que ça? Alors, je suis Yacouba Ouattara, je suis originaire de Lyon. J'ai commencé le basket vers les 12-13 ans dans un petit club qui s'appelle le Clar à Lyon. J'ai fait une saison en fait pour suivre mon meilleur ami qui s'était mis au basket. Faut savoir que moi de base je voulais faire de la boxe, mais De la boxe? Ouais. Généralement c'est le foot, mais Bon, je me suis essayé au foot, mais c'était pas pour moi. Et non, j'étais intéressé par la boxe, mais mon père à l'époque m'a dit oublie. Donc mon pote s'est mis au basket, donc je l'ai suivi et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure basket. Et tu sautais déjà comme ça ou c'est venu plus tard? Ouais, j'ai toujours eu une très bonne détente. Savoir que je crois que j'ai mis mon premier dunk à 12 ans. Ouais. 12 ans? Ouais. Sur les grands paniers? Ouais, sur les grands paniers. Ah ouais. Et ça te semblait normal? Pour moi, je me posais pas trop de questions. Je sautais, je voyais que je pouvais le faire et c'était beau. juste des qualités intrinsèques. Ouais, c'est beau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous, je sais qu'on t'a vu arriver au centre de formation à Chalon. On en parlait avec Romain Chenot dans l'épisode que j'ai fait avec lui, où il disait que tu étais peut-être l'exemple le plus flagrant d'une espèce de détection. Maintenant, tu sais très bien que les jeunes, on les connaît assez tôt. Tout le monde se fait voir, il y a des vidéos, il y a plein de façons de se faire repérer. Mais que toi, tu es peut-être l'exemple du centre de formation qui était arrivé. C'est vrai que je me souviens de toi, il y avait un gars en essai. Tu avais déjà à peu près le même physique, un peu plus petit. Mais on te voyait bondir. Et on se disait, waouh, il sort d'où, tu vois. Donc, comment t'en es arrivé là? Après le Clar, je me suis justement engagé avec l'Accro basket. Accro Lyon, ouais. Okay. L'ancien Jet Lyon, pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait 2 saisons là-bas où j'ai fait ma première année en minime région. Derrière ma première année en cadet région. Et je faisais en fait... j'étais avec l'équipe aussi National 3 en parallèle. Et donc là, tu avais quel âge? 15 ans? Non, j'avais 14-15. En National 3, 14-15 ans? Ouais. Wow. Ouais. J'étais avec la coach à l'ancienne Brigitte Coste. Je sais pas si ça me parle le nom, ouais. Et c'est elle qui m'avait initié justement à tout ça. Et avec un pote, on s'était posé un mercredi. Et j'arrêtais pas de répéter avec mon rêve, c'est d'aller en centre de formation, Et on s'était posé un mercredi, on avait envoyé des CV à tous les centres de formation de France. Okay. Et je me souviendrai toujours, un matin, je dors et ma mère, elle me réveille, elle me dit hey, « t'as reçu une lettre ?» Et je regarde la lettre, et c'était l'élan Chalon qui avait répondu justement au CV que j'avais envoyé. Et c'était la première réponse que j'ai eue d'ailleurs des centres de formation. Et j'étais trop content. Tu m'étonnes. Ça, c'est vrai qu'on s'en rappelle toujours de cette première. Même si au final, maintenant avec le temps, tu te dis ça voulait rien dire, tu vois. Ils te répondent à un premier CV en te disant potentiellement viens faire une détection, ça se trouve il y a 3000 jeunes qui vont venir en même temps. Mais rien que d'avoir le mail avec le logo du club, t'as l'impression que t'es pro limite, quoi. Grave. Surtout qu'à l'époque, on a fait un CV, mais moi je savais même pas ce que c'était vraiment un CV. Je me demande. Je serais curieux de voir ce qu'on avait mis dedans, tu vois, parce que
Ouais, ça devait être Faudrait juste, qu'on leur redemande, voir ce qu'il y avait. s'il peut me retrouver ça, Romain, Ce qu'il y avait un ça peu serait dedans. marrant. Non, Romain nous disait aussi que tu avais eu que l'école, c'était pas forcément ton premier centre d'intérêt. Ouais. Est-ce qu'à l'époque, je pense que quand tu es jeune, tu t'en rends pas compte que c'est si important, pas en soi pour devenir ingénieur ou quoi, mais simplement pour pas te fermer de porte. Du coup, ça t'a vraiment mis des barrières par rapport au centre, tu penses, ou c'était aussi le fait de ne pas être dans une structure, pôle espoir, etc. Bah, faut savoir que moi, au début, de base, l'école, ça m'intéressait pas du tout. J'avais commencé, en fait, j'étais dans un collège à Lyon, 6e, où j'avais des soucis, je m'étais battu, enfin, élève un peu perturbé, tu vois. Mais d'ailleurs, tu sais, quand tu es arrivé à Châlons à l'internat, Ouais. mais attends, nous, tu connais quand tu arrives dans un internat les légendes. Ouais. Et nous, nous avait vendu Yacouba comme un bandit. Limite, il a fait 15 ans de prison. Et nous, on te regardait en mode, waouh, le gars, il a l'air méchant. Et après, on doit parler. Et maintenant, quand j'y pense, je me dis, toi, le mec, un des mecs le plus gentil du championnat, que personne n'a jamais dit de mal sur lui. Et nous, à l'époque, on t'a vu arriver, on se disait, waouh, le gars, il a fait 18 ans de prison, qu'est-ce qu'il a fait et tout. Ouais, non, mais bah, après, j'avais un tempérament totalement différent avant le centre de formation, tu vois, où j'étais un peu plus turbulent, on va dire. Et justement, je m'étais fait virer de mon collège, j'étais allé dans un autre collège à Vaux-en-Velin. Et c'est à ce moment-là un peu où j'ai commencé à changer moi-même, je suis devenu beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Et bah aussi le fait d'avoir une réponse du centre de formation où j'avais rencontré Romain et Monsieur Collin qui m'avait tout de suite dit que eux, c'était le double projet, c'était le basket, mais l'école. Et les deux, c'était tout aussi important. Et Monsieur Collin, à l'époque, avait vraiment poussé pour que je puisse justement intégrer la filière générale. Parce que les directeurs de mon collège, ils n'étaient pas trop d'accord à l'époque. Okay. Et le fait de voir quelqu'un qui te défend comme ça, c'est clairement un monsieur qui est prêt à prendre une balle pour un basketteur, ça t'a vraiment, tu t'es dit, faut pas que je le trahisse, quoi. Ouais, clairement, ça m'a motivé, ça m'a énormément motivé. Et en plus de ça, c'était un peu, je le voyais un peu comme la dernière chance pour moi. Déjà, j'avais énormément de chance d'intégrer un centre de formation. Je me suis dit, je peux pas tout foutre en l'air. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais qui, malgré ça, n'arrivent pas à... Tu vois, c'est plus fort qu'eux. Ouais. Tu vois, toi, tu as réussi à... Et c'est vrai que... Enfin, on n'a jamais eu un seul souci dans ce centre de formation. Voilà, je n'étais pas avec toi à 24, hein, Ouais. mais j'ai vraiment l'impression que depuis 20 ans, il n'y a personne qui a eu un souci avec toi, que ce soit dans tes clubs, en pro, rien, quoi. Ouais, non, après, je suis pas non plus... Merci, Monsieur Collin, quoi. Ouais, merci, Monsieur Collin. Mais il faut savoir aussi que mes premières semaines, quand je suis arrivé ici, j'ai halluciné, tu vois. Pourquoi ? Parce que j'arrivais d'un collège de quartier où les cours, c'était n'importe quoi. Forcément, c'était le gros bazar avec les profs. Il se passait des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, tu vois. Et ici, j'arrive, et la première semaine, je crois que je me prends la tête avec une surveillante parce que je lui avais pas dit bonjour. Genre, j'avais pris une heure de colle ou un truc comme ça. Et il m'avait mis des heures de colle aussi parce que j'avais chanté sous la douche. Et je me suis dit, mais où est-ce que j'ai atterri ? On me punit parce que je chante sous la douche. C'est quoi ça ? Donc, tu vois, tout de suite, je me suis dit, je pense qu'il y avait des consignes de Romain, tout ça, on dirait cadrer le direct d'entrée de jeu pour qu'ils comprennent qu'ici, on ne blague pas, quoi. Et niveau basket, quand tu es arrivé ici, est-ce que tu étais surpris du niveau ? Moi, je sais que ça m'a arrivé en centre de formation, ça m'a mis un choc. Tu vas voir le niveau global des gars, tu as l'impression que tu découvres le vrai basket. Toi, au final, athlétiquement, tu as toujours été au-dessus. Et le fait peut-être d'avoir joué avec des N3, des adultes très tôt, est-ce que du coup ça t'a aidé à mieux t'intégrer ou même malgré ça, tu as eu un petit temps d'adaptation pour toi ? Faut savoir qu'au début, moi, personnellement, j'avais pas envie de venir ici à Châlons. Et que c'est la coach des National 3 qui m'a vraiment poussé, Brigitte Coste. Elle m'a dit, j'ai eu un joueur qui est passé par le centre de formation, c'est un super centre de formation, vas-y, tu vas vraiment progresser. Elle, à l'époque, elle me décrivait comme un diamant brut qu'il fallait polir pour vraiment arriver à devenir un bon joueur. Et moi, je crois que de base, je voulais aller à Rouen parce que Rouen, il me promettait directement de jouer en espoir. Je crois que l'équipe était bien moins forte en fait que l'équipe de Châlons. Et c'était ce côté qui me faisait peur en fait, Châlons. Je me disais, mais en fait, il y a trop de bons joueurs. Je vais pas jouer. Je vais pas jouer. Comment je vais me faire ma place là-bas ? Tu vois, ça me paraissait un trop gros défi.
Puis après avoir parlé plusieurs fois avec Brigitte Coste, j'avais mon ancien prof de sport aussi qui m'avait dit, des fois, il faut savoir Se lancer, quoi. ouais, se lancer et faire face à l'adversité. Et c'est ce qui m'avait décidé. Je me suis dit, allez, on va aller à Chalon. Et au final, c'était la meilleure des choses que j'ai pu faire. Parce que justement, gros centre de formation, j'ai dû travailler beaucoup plus dur justement pour arriver à être au niveau et juste performer, quoi. Et tu as fait une très belle carrière en centre de formation. Vous avez gagné le Trophée du Futur. Tu as eu distinction aussi finaliste, enfin MVP du Trophée du Futur, il me semble, non? Ouais. T'as eu tout ça. Derrière, t'as jamais vraiment joué en pro au final ici. Qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué? À part le coach. Je sais pas. Honnêtement, ça, c'est un truc. Ça me pique toujours un peu parce que après ma dernière année espoir, genre, je signe pro. Et cette année-là, je sais que c'est compliqué. C'est Michael Hay qui commence en tant que coach principal. Pour le contexte, il était assistant. Ouais. Il passe coach pro. Tu sais que t'as pas trop le droit à l'erreur. Il y a énormément de pression sur ses épaules. Moi, je suis jeune joueur. C'est vrai que quand tu es coach, si tu te mets à la place du coach, tu vas pas donner les clés de l'équipe à un jeune. Tu vois, quand tu es jeune, tu penses pas comme ça. Ouais, exactement. Et je joue pas. Mais cette saison-là, j'ai vraiment l'impression que j'aurais pu jouer et que j'aurais pu performer parce que je le vois à l'entraînement, je m'en sortais super bien. En fait, je me sentais juste prêt et c'était juste que j'avais pas les opportunités de jouer. Donc, à la fin de saison, je ferai la décision de partir en Pro B. Et je me souviendrai toujours parce que juste avant de partir, j'avais cette discussion avec Jordan Aboudou, donc ancien joueur du centre de formation, et je lui disais, ce qui me fait le plus mal, c'est que je vais partir, je vais aller en Pro B, je vais taffer, et je vais revenir en Pro A, et je sais que je vais taffer, et on va dire, ah, il a progressé. Sauf que, en fait, je savais que j'étais déjà prêt pour jouer en Pro A. Ouais. Et je l'ai toujours dit, et avant même d'avoir joué un seul match de Pro B, je savais que ça allait se passer comme ça. T'as raison. Souvent, il y a des gars, même, tu vois, d'une saison, ils jouent pas, ou ils n'ont pas forcément les opportunités. Et l'année d'après, même si des fois ils restent dans le même club et ils jouent, on va dire, ah, regarde comme il a travaillé cet été. Alors qu'en fait, non, c'est juste, ça n'a rien à voir, quoi. Tu progresses pas en aussi peu de temps au final. Ouais, c'est une question d'opportunité et de comment on veut t'utiliser, quoi. Après, il faut aussi faire gaffe. C'est quand on parle comme ça, souvent tu as des gars qui disent, ah oui, on les connaît, hein, tous les mecs qui jouent à des niveaux inférieurs, et soi-disant ils devraient être en NBA, mais ils n'ont pas eu l'opportunité, le coach leur a pas fait confiance. Il y a aussi le juste milieu. Toi, je sais que tu travailles, tu as toujours travaillé dur, c'est pour ça qu'on peut aussi parler comme ça. Mais attention, il ne faut pas non plus penser que c'est juste une question d'opportunité, quoi. Ouais, clairement. Demain, tu me mets dans le vestiaire du Real Madrid, tu me mets 25 minutes en attaquant de pointe, je vais quand même mettre 0 but, tu vois, parce que je suis pas bon, quoi. Ouais. Donc, il ne faut pas tout mélanger non plus, quoi. Ouais, clairement. Et derrière, donc, le fait de partir à Denain, toi, donc, en finale, tu es déjà sûr de toi, tu sais que tu vas revenir. Et est-ce que tu penses aussi que, parce que tu as quand même un jeu, tu vois, moi, je sais que en espoir, tout le monde, enfin, tous ceux qui vont passer pro, tu es entre guillemets une star. Enfin, star, c'est un grand mot, mais tu as le ballon entre les mains, tu peux faire des erreurs. Quand tu passes en pro, tu as beaucoup moins le droit à l'erreur, il faut être prêt tout de suite à apporter quelque chose. Tu vois, moi, par exemple, en espoir, je jouais meneur. Tu passes en pro, bon, on a déjà des meneurs, tu vas pas jouer 50 pick and roll par match. Allez, tu sais faire quoi? Tu sais shooter, on te met dans un coin, t'es prêt, t'as Blake Shield qui t'envoie les ballons, tu shootes. Ok, donc ça, c'était mon truc. Toi, est-ce que tu penses qu'il y avait souvent ce débat trop petit pour être ailier? Enfin, maintenant, on a vu que c'était pas du tout le cas. Et t'étais pas un meneur. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est des trucs qui sont passés par la tête quand t'étais plus jeune en se disant peut-être qu'il faut que je développe un peu mon dribble pour être plus meneur? Est-ce que t'as essayé de jouer un peu contre nature ou t'as réussi à garder ton identité? Non, j'ai beaucoup travaillé sur mon jeu et tout au long de ma carrière, en fait, mon jeu il a énormément évolué. Un truc qui m'a beaucoup préparé aussi, c'est que faut savoir que j'ai fait ma première saison pro ici, mais c'était pas ma première expérience professionnelle. Depuis, je crois, ma deuxième année à Chalon, du centre de formation, j'étais déjà avec les pros à faire les entraînements. Donc, j'ai vu comment ça se passait. Et déjà là, je savais que je ne jouerais pas de la même façon en pro que comme je jouais en espoir. Et puis, j'avais aussi des grands qui me le rappelaient, les Stid et les Ilian, qui me disaient à chaque fois, pour pouvoir arriver à t'intégrer dans une équipe pro, il faut que tu fasses les choses en fait un peu ingrates que personne n'a envie de faire. Et c'est comme ça que tu rentres dans l'équipe. C'est souvent, quand on est jeune, on rêve en se disant je vais arriver, je vais mettre 25 points par match et tout. En pro, je vais être... mais en fait, non, ça c'est juste de l'utopie. Plus tard. Ouais, plus tard, ouais. Mais
pour une première expérience, ça se passe très rarement comme ça. Et est-ce que tu penses aussi que, tu vois, j'ai souvent l'impression que souvent on te met dans des cases. Toi, le fait d'être si athlétique, tu vois, tu as aussi fait le concours de dunk, tu vois, ce qui est top, mais je trouve que dès que tu fais un concours, on oublie un peu que tu sais faire autre chose. Tu vois, j'ai toujours pensé que ton shoot, il était sous-coté. J'ai pas regardé tes pourcentages, mais j'ai toujours, tu vois, est-ce que c'est pas aussi le fait, Yacouba, il défend bien, il saute haut, égal, il sait pas shooter, quoi. Ouais, c'est vrai que des fois, on a tendance à faire ce petit amalgame, mais non, j'ai toujours bossé énormément sur le shoot, hein, d'ailleurs avec toi. Tu m'as beaucoup, et Ilian. Et Ilian, ouais, vous m'avez beaucoup appris. Je me suis pris des sacrés roustes et ça m'a pas mal aidé. Mais non, comme je dis, je savais qu'en pro, en plus, t'as besoin d'avoir un shoot pour un extérieur. Tu peux pas juste attaquer le panier parce que les défenses, elles sont assez compactes, surtout en Pro B, où c'est très compliqué d'aller mettre des layups. Donc ça, c'était vraiment un aspect de mon jeu où j'ai énormément bossé dessus. Sachant que, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, mon shoot il était complètement différent. Je me souviens. Je l'ai modifié totalement en deuxième année espoir, je crois. Pour l'histoire, j'avais rencontré une basketteuse de l'élan. Et elle me disait, tu vas où là? Après les cours, je lui dis, je vais travailler sur mon shoot. Elle me dit, mais c'est toi qui as le shoot qui part du coup. Et je me souviens que cette phrase, elle m'avait tellement marqué. C'est dans ma tête, tu vois, mon shoot, il était parfait, il était cool. Genre, tu vois, le shoot académique. Et après, j'ai regardé des vidéos. Et en fait, c'est vrai que mon shoot, il partait du coup. En fait, c'est juste une catapulte. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Faut modifier tout ça. Il y a David Michino aussi, où il a bien progressé. Mais c'est ça, t'as raison. Mais tu vois, c'est des petites phrases comme ça qui... Ça se trouve, tu ne sais même plus qui c'est, mais rien que le fait de dire ça, ça donne envie de progresser. Et tu vois, Romain, dans l'épisode de podcast, il parlait de moteur, tu vois, d'un truc qui peut... Il disait le dénominateur commun entre tous les joueurs qui sont passés pro, entre guillemets, ici, c'est qu'ils avaient tous quelque chose, la dalle, tu vois. Moi, j'avais pas la même que toi, qui n'avait pas la même que Mathias, qui n'avait pas la même que Clint. Mais tu vois, ce genre de petites phrases, typiquement, un autre gars, il se dit, je m'en fous, elle connaît rien au basket, quoi, tu vois. Alors que toi, tu te dis, elle connaît rien au basket, mais ça me pique quand même, quoi, tu vois. Et ensuite, tu signes à Denain. À Denain, c'est pas Los Angeles. Tu as joué à Monaco derrière, c'est pas Monaco non plus. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience là-bas? Denain, déjà, il faut savoir que, je sais pas si vous avez vu le film Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais, c'est ça. Ça fait cliché, hein. Où la première scène où ils arrivent et il y a le gros orage et tout. La première fois que j'arrive à Denain, c'est exactement ce qui se passe. Et j'arrive, j'étais avec ma femme et je dis, mais où est-ce qu'on a atterri? Où est-ce qu'on a atterri? Tu vois, et je me suis dit, j'étais plein d'appréhension. Et au final, j'ai passé une des meilleures saisons de ma carrière. C'était vraiment incroyable. Parce qu'on avait une équipe super jeune, encadrée par 2-3 joueurs d'expérience, Sacha Gifa. Et on a déjoué tous les pronostics. Tous les gens qui nous voyaient, dernier du championnat, parce que trop jeunes, au final, on perd en finale de Pro B. Contre qui c'est? Bouladac? Non, c'était contre Antibes. Antibes. À l'époque, ouais. Je me souviens que vous avez fait une grosse saison. Et c'est là où, tu sais, voyant le truc un peu de l'extérieur, tu dis, Chalon, est-ce qu'ils sont contents, tu vois? Est-ce qu'ils sont contents de voir Yacouba qui taffe comme ça? Parce que, tu sais, le coach pro, il doit se dire, il y a peut-être mieux à faire, ou peut-être pas. Des fois, c'est juste une question de fit, tu vois. Mais, et derrière, est-ce que tu te voyais rester à Denain peut-être une deuxième année pour essayer de confirmer, ou parce que tu vois, tu as tellement eu une bonne entente dans l'équipe, ou là tu te dis, j'ai pas que ça à faire, quoi, tu vois. Non, moi, mon objectif, c'était vraiment de remonter le plus rapidement dans l'élite, donc en première division. Et à la fin de la saison, j'ai eu pas mal de demandes, dont Monaco. T'avais quoi comme demande un peu? J'avais Nanterre. Je crois que Strasbourg était intéressé aussi. Mais en gros, les deux plus qui poussaient le plus, c'était Nanterre et Monaco. Ok. Et pourquoi Monaco au-delà du soleil? Ou alors c'était le seul aspect, hein. C'est que ça, c'est un truc, je l'ai pas dit à beaucoup de monde, mais Monaco, j'avais pas envie d'y aller au début. C'est vrai? J'avais vraiment pas envie d'y aller au début. Cet été-là, en fait, j'étais en équipe de France A', en Corée du Sud, et il y avait le coach de Monaco qui était Zvezdan Mitrovic.
et qui cherchait à me parler pour essayer de me dire de venir à Il était Monaco, en que Corée du c'était Sud. cool. Comment? Il était en Corée du Sud, non? Il était en Corée du Sud. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il était avec l'équipe du Monténégro, Ok. coupe du Monténégro. Et à chaque fois, en fait, on faisait les universiades, donc c'est un peu les JO des jeunes. Ouais. Et donc, dans le village, à chaque fois, il me voyait, moi j'essayais de l'esquiver, il voulait me parler et tout. Je me disais, ah non, pas lui. Et, euh, et en vrai, au final, je vais à Monaco et je fais, meilleure décision de ma carrière, quoi. Ouais, alors qu'à la base, tu étais. Moi, j'y vais peut-être, tu sais pas trop comment ça va se passer. Maintenant, on voit Monaco, deuxième d'Euroleague, Mm. un budget incroyable. Mais quand tu arrives, ça ressemble à quoi? Bah, tu vois, déjà, comme je te disais au début, au centre de formation, j'hésitais à aller à Chalon parce que je me disais trop d'adversité. Et ben, j'avais la même réflexion en fait vis-à-vis de Monaco, où je me disais, mais ça va être chaud. En plus, j'avais des échos comme quoi ça bossait pas trop. C'était, tu vois. C'est vrai que Mitrovic, il a un peu la réputation d'aller à l'essentiel, quoi, à l'entraînement. Ouais, ouais, non, il a ça. Tu confirmes ou... Oui et non, parce qu'au final, on a quand même pas mal bossé. Je pense que la façon dont il gérait l'équipe, parce qu'il il est arrivé en cours de saison aussi en Pro B, la façon dont il a géré à ce moment-là et la façon dont il a géré quand on était en Pro A, était totalement différente. Ok. Et puis, c'était pas les mêmes joueurs. Je pense qu'il pouvait pas faire les mêmes choses. Il avait même pas le diplôme, hein, je crois, à l'époque aussi. Donc, C'est vrai. donc il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient qu'il pouvait pas faire ce qu'il voulait, quoi. Ok. Et ouais, c'est vrai que tu as très vite été, tu vois, on parlait de, tu peux pas, quand tu es jeune, tu peux pas mettre 25 points par match. Mm. T'en as pas mis 25, Mm. mais tu as très vite été propulsé sur le devant de la scène et tu étais très vite révélation de la saison, All-Star, etc. Ouais. Tu t'attendais à revenir et à être aussi à l'aise aussitôt? À taffer autant, peut-être pas. Mais je savais que j'allais y arriver. J'avais cette confiance en moi parce que, en fait, je bossais tellement qu'au final, je savais de quoi j'étais capable. Et en plus, le fait d'avoir passé les saisons aussi avec vous en pro, on a joué l'Euroleague, Mm. l'Eurocup, c'était des niveaux quand même exceptionnels. Ouais. Donc j'ai fait face à de l'adversité qui était assez élevée. Donc quand tu repasses après en Pro B, c'est quand même pas l'Euroleague ni l'Eurocup. Enfin, tu vois, Ouais. c'est pas la même chose, quoi, tu vois. Ouais, je vois le truc. Et non, pour revenir sur Monaco, non, je me voyais pas être aussi bon d'entrée de jeu. Et en fait, j'ai juste été surpris que j'ai autant de liberté. Zvezdan, il a vraiment eu confiance en moi et il m'a poussé, quoi. Ok. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est exigeant, Mm. mais quand même beaucoup de joueurs qui disent quand même beaucoup de bonnes choses sur lui. Il y en a aussi quelques-uns qui ça s'est très mal passé. Mm. Comment tu qualifierais-tu, toi, le gars, en tant que tacticien et être humain aussi? Parce que généralement, ce qui revient le plus, c'est plutôt son côté meneur d'homme, quoi. Ouais, clairement. Moi, c'est simple, c'est le coach qui m'a le plus fait rigoler C'est vrai? de ma carrière. J'ai cru Mais- que t'allais me dire le gars qui m'a le plus motivé et tout. Non, la vérité, en fait, il est juste trop marrant. Mais malgré lui, Ok. c'est ça qui Ouais, est ouais. vraiment drôle, c'est que il va mettre des coups de pression qui sont très sérieux, hein. Mais moi, il me faisait rire parce que Et son toi, t'as le fou rire accent. facile en plus, toi. Ouais, grave. En plus, je jouais avec lui. Il y avait Amara dans le vestiaire. Enfin, et Amara, c'est le gars, faut même pas croiser son regard. Tu pars en fou rire direct. Et non, ouais, en fait, tout ce qu'il fait, c'est malgré lui. Parce que la façon dont il se tient, la façon dont il parle, je le trouvais juste drôle. Mais non, c'était un super coach. Il avait des super idées. Et je trouve que lui, c'est surtout la façon dont il gère le vestiaire. Où Ok. il est fort. Il arrive à gérer les hommes en mettant Surtout, beaucoup vous de avez eu pression. des égos. Hein. Vous Ouais. avez eu des égos, hein, franchement. Et vous avez toujours été proche de gagner. Mm. Mais au final, avec lui, vous n'avez jamais Leaders Cup, ce qui est déjà Ouais. un club, il faut qu'il parte de quelque part. De toute façon, tu vas pas y être champion NBA tout de suite. Hein. Mm. Mais au final, le titre, souvent vous étiez proche. Qu'est-ce que tu penses que sur ta première partie à Monaco, qu'est-ce que tu penses qu'il a manqué? Pas grand-chose, hein. Il y avait la première saison, je crois, on échoue en demi-finale contre l'Asvel. En fait, l'Asvel qui nous a beaucoup barré la route. C'était vraiment notre bête noire. C'est là où j'étais à Et, Lasvel, moi. Ouais, tu vois, c'était notre bête noire à Mais l'époque. le pire, c'est l'année d'après, en quart de Ouais, finale. en quart de Vous finale. étiez premier et on a l'impression que vous vouliez pas jouer contre nous. Ouais, Tu bah, vois clairement. que, je sais pas, il y avait, tu sais, l'aspect psychologique dans le basket Ouais. où tu sais que même quand tu es meilleur qu'une équipe, t'as quand même pas envie de jouer parce que. Je me souviens que c'était vraiment des belles séries de playoffs. Ouais. Et il y a eu des folies, hein. Mais après, tu avais aussi beaucoup de respect, gros, parce que tu avais
t'avais un vestiaire où j'ai l'impression que c'était pas simple. Ouais. Mais tu vois, pour revenir sur ce quart de finale, c'est fou parce que Sergei Gladir, à l'époque, depuis le début de saison, il disait, tu vas voir, ils vont tout faire pour finir 8e et jouer contre nous au quart de finale. Et moi, je lui disais, mais oui, c'est ça, Sergei, mais oui. Et au final, ça s'est vraiment passé. Ouais. Et je me souviens, vous venez au quart de finale, les gars du staff de l'Asvel, ils étaient limite, ouais, bon, allez, on va faire le match et on part en vacances. Ah, c'est et au ça. final, vous nous battez, vous arrivez avec zéro pression. Toute la pression était sur nos épaules à On nous. venait de virer 2 joueurs, 3 joueurs avant les playoffs. Ouais. Et on avait une nouvelle équipe, tu sais, avec les Casper Ware, Livio, Charles, Lighty. Ouais. Tu sais, quand vraiment, t'as dû connaître ça cette année. Mhm. Quand vraiment, t'as un groupe de joueurs où tu te regardes dans les yeux et tu sais que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que tu vois, un peu comme dans les... Et souvent, les gens, ils pensent que c'est tout le temps comme ça, le sport de haut niveau. Ouais. Tu sais que tu vas te regarder entre frères, tu vas aller à la guerre, alors qu'en fait, ça tombe 2 fois en 20 ans, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, Moi, pas c'est souvent. clairement ce genre d'année. Mais par contre, on n'a pas fait exprès de finir 8e. C'est juste qu'on n'était pas bon la saison. Ouais. Ah non, on voit ça comme une conspiration. Ouais, je vois le truc. Et derrière, qu'est-ce qui te donne l'envie de partir de Monaco? Alors après, c'est aussi dur de rester. T'es arrivé là-bas assez jeune, rester 20 ans dans le même club, t'avais peut-être aussi envie d'évoluer. Qu'est-ce qui te fait partir? Donc je fais les 2 premières saisons à Monaco et derrière, je vais faire plusieurs tests avec des équipes NBA. Et j'ai Brooklyn qui me propose un two-way contract. J'avais aussi, je crois, une proposition de Oklahoma à l'époque. Et non, c'est l'appel de la NBA, tu dis pas non. Parce que quand tu grandis, c'est le rêve. ton rêve. Et... Ouais. Mais est-ce que cette histoire de two-way, parce qu'il n'y avait pas les mêmes montants non plus sur le two-way à l'époque, non? Ouais. Est-ce que ça t'a un peu fait peur ou alors tu te dis, maintenant c'est maintenant ou jamais, quoi? Bon, non, pas du tout. Moi, je me suis dit NBA, quoi. NBA direct. Ouais. Tu fais partie du roster. Tu es vraiment un joueur NBA, juste que tu es à cheval sur la G-League et la NBA. Et le but, en fait, c'est de faire passer assez de temps avec l'équipe NBA pour justement être signé en contrat garanti, quoi. Donc moi, je vois ça comme une opportunité de dingue. Je me dis, puis connaissant mes qualités, comment je bosse, je me dis, mais là, c'est l'opportunité de fou pour moi. Je sais que... Infrastructure de malade, je vais pouvoir être à la salle H24. Ouais. Et à Brooklyn, cette année, il y avait qui, du coup? Kevin Durant et tout? Non, c'était la saison d'avant où tu avais D'Angelo Russell et tout ça, Jeremy Lin, tout ça. Ah, donc il y avait peut-être moyen en plus de... Ouais, parce que l'équipe était vraiment pas ouf, quoi. Elle était pas ouf, ouais. Ok. Et donc là-bas, tu te blesses? Ouais, tu vois, ça commence pré-saison, ça se passe super bien. Genre, les coachs et les GM, ils étaient assez impressionnés parce qu'ils me voyaient... on jouait à Monaco, je jouais pas beaucoup avec balle en main, tandis que là-bas, j'avais pas mal la balle en main. Ils trouvaient que je m'en sortais plutôt pas mal, même au niveau vision de jeu, que j'avais une bonne capacité de passer le ballon et ça les avait pas mal surpris. Et derrière, je fais quoi, les deux premiers matchs sur le banc en NBA. Bon, je joue pas, mais je suis sur le banc. Premier match en G-League, je commence à sentir une tension au niveau de l'aine. Et la kiné de l'époque, elle me dit, ouais, prends ça. Là, donc c'était une softball qui ressemble un peu à une grosse balle de baseball. Et elle me dit, ouais, tu te fais un massage avec et tout. Et c'était la première fois de ma vie que j'utilisais ça. En gros, c'est un foam roller en boule. Voilà, exactement. Maintenant, il y en a qui vibre. Ouais, c'est ça, là. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. C'est dur ça. et tout, ça. Ouais. Et donc, j'ai ma tension. Et je pose la balle par terre et je me mets tout le poids du corps, en fait, au niveau de l'aine dessus. Et là, je sens une décharge électrique passer tout au long de ma jambe. Direct. Ouais. Okay. Et après, que des fourmillements. Et je me dis, c'est bizarre. Mais je me dis, bon. On m'a dit. Ouais, ça doit être juste de passage, tu vois. J'avais fait ça le soir, je me dis je vais dormir, je vais me lever et ça va passer. Donc, pour donner une idée, ça fait un peu comme si tu restais longtemps assis aux toilettes, tu vois. Ok. Deux fois, t'as tes jambes, au moins, tout le monde aura la vision, tu vois. Voilà, exactement. Sauf que c'était permanent, tu vois. Et le lendemain matin, je me lève, je sens encore cette sensation, je vais à l'entraînement, j'essaie de courir et genre je tombe tout seul. Genre je sens que ma jambe, elle est vraiment instable et j'avais perdu en fait la sensation de ma jambe, quoi. Ok. Donc derrière, batterie de test, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe et tout. Il y avait même, après des matchs, la kiné me dit viens dans la salle, et je vois il y a 5 personnes autour de moi, ils sont venus, qui venaient d'université pour faire des études sur mon cas. Parce ils n'avaient jamais vu ça. Ouais, c'était jamais arrivé au basket de s'abîmer. En fait, je m'étais abîmé le nerf. Et le truc, c'est que ça prend super longtemps à se régénérer. Ok. Mais tu sais, moi je pensais que c'était avec un foam roll. Bon, c'est à peu près pareil. Et c'est vrai que depuis, dès qu'il y a quelqu'un qui a une blessure,
et je vois des jeunes qui veulent prendre des foam rolls. Et moi, j'ai ton histoire en tête. Ouais. Tu vois, alors, je savais pas que c'était à ce point-là. Ouais. Et tout le temps, je suis en mode. Non, mais attends, fais pas direct du foam roll, on sait jamais. C'est pas, tu vois, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Ouais. Et maintenant, tu sais, tu veux souvent faire soit du gun direct dessus. Ouais. Ou, Bah, c'est pour ça que moi, je fais grave attention maintenant avec toutes ces choses-là. Mais on m'avait expliqué qu'en fait, si ça avait été un foam roll, ça aurait jamais, ça serait serait pas jamais passé comme arrivé. ça. Parce que c'est pas assez, ça va pas assez Localisé. profond, tu vois, Ok. pour le faire. C'est vraiment le fait que la balle, avec son aspect conique, Ok. tu vois, qui allait profond Ok. et qui atteint le nerf, quoi. Et malgré ça, où au final, ça a un peu mis fin à ton rêve NBA, Ouais. t'as quand même gardé des bons souvenirs. Ouais. T'as vu un peu des joueurs que t'as idolâtrés étant petit. Ouais, moi j'ai vu Russell Westbrook, Kevin Durant, Kyrie Irving. Bah, les voir en vrai, c'était juste ouf. Il y a un monde alors. Il y a vraiment un monde. Ouais. Quand tu les vois en vrai comme ça, Ouais. tu te dis c'est pas le même sport. Non, c'est pas le même sport. Ils sont vraiment easy, enfin, pour le coup. Ouais, moi j'ai vu, alors c'est pas Kevin Durant, mais j'ai vu Jalen Brunson à New York et même Karl Anthony Towns. Tu te dis, je pense être bon au basket, Ouais. mais il y a autre chose. Hein. Ouais, clairement, au niveau talent, c'est quelque chose. Puis à tout, tu vois, je veux dire, c'est un gars comme Kevin Durant, quand on parle, c'est pas que c'est athlétique, c'est technique, c'est propre, quoi, tu vois. Ouais, c'est complet, c'est complet. Et quand tu reviens en Europe, t'es vraiment déçu? Ou alors... Non, moi, faut savoir que cette expérience, j'étais vraiment super content. En fait, de base, tu vois, le basket, c'est vraiment une passion pour moi. Ok. Et de pouvoir vivre tout ça, le fait d'avoir été en centre de formation, d'avoir signé pro, enfin, en fait, à chaque fois que je jouais, moi, Je coche tu sais, une case et ouais, un rêve en je le plus, prends quoi. avec des étoiles dans les yeux, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, ça, le fait d'avoir été comme ça, tu vois, je pense que ça m'a mis un peu des bâtons dans les roues mes premières années où je m'entraînais avec les pros, où j'arrivais à l'entraînement, premiers entraînements, je voyais des Content, pros quoi. et j'étais, Ouais. je suis avec des pros. Et tout. Ouais, non, mais t'as Tu sais, raison. dans ma tête, c'était ça, alors qu'en fait, c'est pas ça. Ouais. Tu dois arriver à avoir envie de te battre Ouais. et faire ta place. Et ça, je l'ai compris plus tard, tu vois. Mais en fait, je vivais chaque instant au maximum et je me dis, en fait, de base, je suis pas censé être là. Enfin, tu vois, Ouais. j'ai grandi dans un milieu où, tu vois, c'était pas aisé du tout. Et Ouais. le fait d'avoir la chance de faire tout ça, ça, je suis toujours souriant parce que, bah, Ouais, je- il y en a un autre qui était comme ça, Enzo Gudusina, je l'ai eu en podcast, Mm. et il est aussi beaucoup... Mais au final, peut-être que tu dis que ça t'a desservi, mais je veux dire, la vie, elle est quand même bien plus belle comme ça. Hein. ouais, Tu vois clairement. Moi, c'est peut-être ce qui me manque des fois, tu vois. Mm. Ouais. Tu vois, de pas des fois apprécier, pas apprécier les choses alors que tu fais des trucs... Enfin, t'aurais signé tout de suite pour, Ouais, tu vois, clairement, pour ce genre de carrière, quoi. clairement. Et tu pars en Espagne après? Je reviens à Monaco. Tu reviens à Monaco Je reviens à d'abord? Monaco, Je sais plus si t'étais allé en Espagne d'abord ou ouais, pas. je fais 2 saisons et après je pars. Je Ah, pars donc en t'as fait Espagne. 3 passages à Monaco au final. Ouais, Ok. ouais. Donc ce deuxième passage à Monaco, après tu vas en Espagne, tu vas à Séville. Ouais. Qu'est-ce que le championnat espagnol, t'en as pensé quoi? C'était pas fait pour toi ou? Non, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le championnat espagnol. Meilleur championnat d'Europe. Hein. Chaque équipe, elles sont super compétitives. Même si tu joues contre le dernier du championnat, il faut faire attention parce que ça joue vraiment bien au basket et ils connaissent vraiment le basket. Le seul truc, c'est que j'étais dans une équipe où on jouait. L'objectif, c'était le maintien. Et on avait des super joueurs, hein, des super individualités, mais le jeu d'équipe, c'était moyen, vraiment très moyen. Et quand tu arrives dans les équipes où chacun veut un peu Faire les stats. montrer. Enfin, moi, justement... T'avais un rôle comme un étranger du coup? Ouais, j'avais un rôle comme un étranger, mais j'aimais pas spécialement parce que moi, j'aime bien quand on joue le basket d'équipe et que la balle, elle tourne. Enfin, je suis pas quelqu'un qui prend la balle et qui va se mettre à dribbler et aller marquer. Enfin, généralement, moi, quand je marque et tout, c'est que ça vient du jeu collectif. Donc, quand le jeu n'est pas tourné vers le collectif, ben, j'ai tendance à moins briller, forcément. Et enfin, moi, ça me plaît pas parce que c'est pas vraiment le basket que je veux jouer, quoi. Donc après, quand tu reviens à Monaco, le club, il a clairement passé un cap. Ouais. C'est l'Euroleague. Est-ce que tu vois vraiment des grosses différences entre le Monaco que tu as connu et celui-ci? Bah oui, parce qu'il y a eu un vrai cap de passé. L'Euroleague, déjà les moyens n'étaient plus les mêmes. Le budget, il a explosé. Changement de président. Et on recrute des joueurs avec l'expérience Euroleague. Mike James, Dwayne Bacon qui arrive de NBA.
Alpha Diallo, bon, à l'époque, qui était, entre guillemets, Ouais, personne. c'était pas encore le même, quoi. Mais ouais, c'était Zvezdan qui a vraiment eu le nez et qui l'a repéré, quoi. Et Mike James, du coup, quand il arrive, là, tu te dis, bon, j'ai joué avec des fortes individualités, Mm. mais lui, bon, c'est quand même potentiel candidat MVP chaque année en Euroleague. Ouais. Tu vois, tu te disais avant, j'arrive avec des étoiles dans les yeux, des fois, sur l'entraînement pro. Comment t'arrives là à Monaco sur la première année d'Euroleague là? Parce qu'au final, c'est un niveau auquel t'as jamais joué. Ouais, c'est un niveau auquel j'ai jamais joué, mais j'ai toujours. Enfin, j'ai côtoyé un peu avec Chalon, hein, Ouais, quand, ouais, quand on y mais était, tu mais vois ce que je dis à tout le monde. ouais, Ok, on a côtoyé l'Euroleague, mais actuellement, même les gens, ils me disent oui, mais à l'époque, vous avez joué l'Euro. Mais ça n'a plus rien à voir en fait. ouais, Tu vois ce que je veux dire? À ouais, l'époque, clairement. les clubs français se battaient pour aller au top 16. Mm, Tu vois, et si t'allais au top 16, c'était genre incroyable. Là, on parle d'une équipe qui a fait deuxième d'Euroleague. mm, Et on dit deuxième, mais sur un match sec, ça se trouve sur une finale, il gagne ou vice-versa. Enfin, tu ouais, vois, c'est ouais, Paris, ce que vous avez fait cette année. mm, euh, vous êtes en quart de finale d'Euroleague. Donc, mm. tu vois, pour moi, les meilleures équipes, elles ont vraiment passé un cap. Donc, encore une fois, il y a Euroleague et Euroleague. Tu pouvais très bien jouer l'Euroleague dans un club polonais à l'époque. Ouais, Tu vois? ouais, ça. Bah non, Mike James arrive, c'est juste incroyable. En plus, il vient, je crois qu'il arrive de Moscou où il y a toutes ces histoires. Je crois qu'il le faisait jouer justement avec l'équipe B. Et donc, enfin, il y a eu pas mal d'histoires pour le faire venir, arriver à ce qu'il se libère de son contrat. Mais quand il arrive, il arrive un peu comme le Messi, tu vois. Ouais. C'est- Et cette première année d'Euroleague, du coup, vous arrivez quand même quart de finale contre Ouais. Olympiakos. Ouais. Tu fais un match 5 de folie. Mm. Quel souvenir t'as de cette série contre Olympiakos? Elle était folle. L'ambiance dans le stade match 5? L'ambiance, elle était juste ouf. Mais ouais, j'étais archi motivé, je me souviens, à ce match-là. Juste parce qu'en fait, je me disais, déjà, on a l'opportunité de faire le Final Four sur un match sec. Et je le voyais un peu comme on est le porte-drapeau du basket français, tu vois. Ouais. Et ça, en fait, le fait de me dire ça, de dire on représente le championnat de France, la France, tout le monde compte sur nous, ça a été mon moteur, en fait. Et ça m'a vraiment porté tout au long du match. Ouais. Mais c'est beau, hein. Mm. Mais tu sais que je pense qu'il y a des équipes, il y a des gens en France qui sont pas pour Monaco. Ah, mais, Tu vois ce que je veux dire? clairement, mais moi, On est quand même dans un pays où, tu vois, que dès qu'il y a une autre équipe que la sienne qui perce un peu, ouais. il y a beaucoup de gens qui sont. C'est Monaco, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est triste. Mais en tout Ouais. cas, moi, dans ma tête, j'ai Ouais, c'est zappé bien, ces personnes-là, j'ai gardé que ceux ça t'a qui. permis de Ouais. bien jouer, vous Ouais. passez pas loin, c'était un sacré match, une super saison. Toi, du coup, comment enfin, au final, tu vois, tu viens de Séville, où Mm. tu as un rôle, comme tu dis, d'étranger, tu as beaucoup le ballon en main, et là, dans un rôle où, ben, typiquement avec un effectif comme ça, et ça va être un peu le cas sur tu vois, tout le reste de ta carrière, il y a des matchs, tu vas plus jouer, d'autres, ça se trouve, même à Monaco, des fois, on t'a traité d'une façon où pendant 4 matchs, Ouais. DNP, quoi, tu vois. Ouais. Comment tu arrives à naviguer parmi, tu vois, ces aléas? Mm. Ouais, écoute, ça, c'est vrai que des fois, c'est très dur, hein, parce que t'as envie, t'es compétiteur, tu sais ce que tu peux apporter, mais on fait pas appel à toi à ce moment-là. Mais non, faut arriver à faire preuve de professionnalisme. T'as jamais pété un câble? Non. Enfin, ça m'est déjà arrivé de m'énerver quand même, mais T'as jamais dépassé la limite, quoi? non, ouais, non, j'essaie de pas dépasser la limite. Et un autre truc aussi, c'est que à l'époque, si on revient à l'époque de Denain, Jean-Christophe Prat, qui était le coach, lui déjà nous utilisait un peu d'une façon où on jouait 15-20 minutes. Tu regardes les temps de jeu à l'époque, on jouait pas Ok. beaucoup, tu vois. Et il nous donnait toujours, pour exemple, le Real de Madrid. Il nous parlait de Sergio Rodriguez, qui a Hmm. été MVP en jouant, je sais pas, 15 ou 18 minutes par match et tout. Et c'était ça, il nous vendait le truc comme ça. À l'époque, on disait, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Nous, on est à Denain, tu nous parles du Real de Madrid. Mais bien sûr, les gars, ils touchent des millions, moi aussi, hein. Mais gros, Je serais content de. non, mais non, mais gros, ça j'adore. Ils sont gentils, Ouais. les coachs. Ils sont gentils, les coachs. Mais au final, quand tu fais comme ça, c'est qui le king du truc? C'est Ouais. eux, hein. Ouais, Tu c'est vois, vrai. c'est ma méthode. Alors, c'est bien quand tu gagnes, mais Mm. là, on parle d'un gars et après, on va parler de Paris Basket. Vous avez fait pareil. Mais pour 2-3 succès, de temps en temps, il y en a combien qui se. Tu vois? Ouais, Et qui font un peu les gourous. Non, mais on va tous jouer de la même façon. ouais. Tu vois, c'est. Bref, Ah. ça me fait toujours bien rire. Après, là, tant mieux, hein, ça a marché. C'est dur, ouais. Et Non. ça t'a permis, pour le coup, de réussir. Mais tu vois, quand on parle de ton enfance et tu dis, bon, j'étais un gars assez nerveux, assez impulsif. Et là, réussir à se prendre des DNP, tu rentres, tu joues bien, tu repars pendant 4 matchs sur le banc. Franchement,
Mentalement, c'est fort. Hein. Ouais, bah, tu vois, ce passage-là avec Jean-Christophe Prat, au final, il m'aura servi tout au long de ma carrière parce que, en vrai, c'est l'expérience que j'ai eue où, en très peu de temps, il faut arriver à être efficace et faire le maximum dans un temps de jeu réduit, quoi. Bon, bah, tu peux aller à Gravelines maintenant, du coup. Ah, bah, là, je suis prêt pour tout, là. Mentalement, je suis paré. Et tu finis même. Enfin, t'es capitaine de cette équipe. Ouais, capitaine de cette équipe. T'avais combien de temps en tant que capitaine? 2 ans. 2 ans, ouais. 2 ans et demi. 2 ans et quelques, ouais. Bon, déjà, capitaine, on est bien d'accord que c'est pas ce que les gens pensent. C'est pas un film Friday Night Lights où t'arrives, tout le monde te regarde, tu sors un discours, tout le monde sort motivé, tu gagnes de 40 points. Mais ça ressemble à quoi, capitaine, dans une équipe où il y a autant d'ego? Ah, c'est pas évident. Hein. Je veux bien te croire. Ah, je veux dire que des fois, tu te grattes la tête. Non, c'est pas de tout repos. Ah, déjà, c'est un titre honorifique parce que ben, on te choisit en tant que capitaine et tu sens que les gens, ben, ils te font confiance. Moi, j'aime bien dire que un capitaine, c'est le vestiaire qui le choisit et c'est pas, tu peux pas arriver et mettre n'importe qui capitaine comme ça parce que le plus important, en fait, c'est que le groupe arrive à suivre la personne. Si jamais t'es pas suivi et que t'as pas de crédit auprès des autres, tu peux ouvrir ta bouche, dire tout ce que tu veux, on va te regarder, on te dirait il veut quoi lui, enfin, tu vois. Et non, c'est que des fois on avait tellement d'ego qu'il fallait gérer des situations qui avaient rien à voir avec le basket et c'était surtout ça moi que je trouvais compliqué, tu vois. Surtout que des fois t'as les coachs qui te ramènent dans le truc, t'as rien demandé. On te demande de venir, tu vois, un peu être caution du truc alors que t'es même pas d'accord. Ouais, des fois, genre, j'arrivais un moment, genre, je pensais même plus à jouer au basket. C'était comment je vais arriver à faire pour que le groupe arrive à suivre le truc et soit impliqué et machin, tu vois. Genre, c'est là où il faut trouver le juste milieu entre parce que si tu te perds toi, après t'es pas bon. Ouais. T'es pas bon, t'es moins crédible. Et quand tu parles, on te dit attends, qu'est-ce qu'il veut, il a qu'à être bon déjà, tu vois. Ouais, mais clairement, qu'à un moment. Les premiers instants où j'étais capitaine, genre, j'avais du mal à jouer parce que genre, je pensais plus au groupe, à comment arriver à aider le groupe que à comment jouer au basket, tu vois. Ouais. Et c'était ce passage-là, ça a été assez compliqué, mais au final, j'ai beaucoup apprécié le fait d'être capitaine et surtout, le groupe, il répondait positivement à ça, donc c'est tout ce que je demandais de plus. Et ton rôle, on a parlé de ton rôle, donc du coup qui variait. Je me souviens que quand tu as été pris à la Coupe du Monde il y a 2 ans maintenant, c'était aussi grâce à ça. Ouais. C'est parce que Vincent Collet, il voulait un joueur capable d'apporter ce que tu apportes d'un point de vue basket, mais aussi quelqu'un qui a l'habitude de sortir du banc, jouer 3 minutes, 10, 15, 20, et tu sais qu'il va répondre présent. Tu savais que tu allais être pris dans une équipe de France qui est quand même chaque année de plus en plus forte avec des joueurs, tu vois, des joueurs qui potentiellement pouvaient se dire attends, t'as peut-être un autre joueur NBA, un autre joueur Euroleague. Ouais. Tu t'attendais à ça ou c'était une surprise pour toi? Bon, c'était clairement une surprise. Hein. Okay. Ouais, clairement une surprise. Pour l'anecdote, le soir où je me pose avec ma femme, on se dit vas-y, ce soir on va choisir notre prochaine destination en vacances. On commence à regarder genre les destinations. Ah ouais, pas mal. Et là je reçois un coup de fil de Rudy Nelom qui me dit Yak, t'es prêt, t'es chaud pour le championnat du monde? Et je dis moi oui, toi. Bien sûr, tu vois. Mais... J'ai pas encore réservé mes vacances. Imagine si t'avais réservé avant l'appel et sans assurance annulation. Ça aurait été bizarre, mais ça aurait été pour la bonne cause. Ouais, là, ça m'aurait pas fait trop mal parce que je veux dire, quand j'ai appris que j'ai été sélectionné, là, j'ai sauté au plafond. J'étais trop content parce que l'équipe de France, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur tout au long de ma carrière, tu vois. Pour moi, on t'appelle pour l'équipe de France, c'est un honneur incroyable et c'est une distinction. En tant que joueur, c'est une des distinctions les plus hautes. C'est déjà avant que tu parlais le fait de Monaco, tu vois, déjà être le club qui représente le basket français. J'imagine bien quand tu mets le maillot bleu, c'est autre chose, quoi. Ouais, clairement. Et au final, ça se passe pas super bien. Ouais. Avec le recul, là, qu'est-ce qui pour toi c'est un peu mal passé parce que bon, des fois c'est juste aussi, tu vois, un match contre la Lettonie que tu gères un peu mieux, tu gagnes derrière, tu peux un peu te relancer. Mais au final, ça a quand même été un gros fiasco et ça faisait mal au cœur. Enfin, tu vois, quand tu connais un peu le basket, tu vois le visage des gens, tu sens qu'ils sont atteints. Et moi, j'étais pas dans l'équipe, mais je me disais, je préfère
Je préfère être en prépa dans un hôtel 1 étoile à Andorre qu'être avec eux au championnat du monde, là, tu vois. Ouais, non, ça a été compliqué parce qu'on avait une équipe, tout le monde nous voyait favoris, nous voyait gagner ce championnat du monde. Et tu commences et tu perds contre des équipes contre qui tu es censé, contre qui t'es censé gagner. Et c'est ça, hein, tu peux avoir la pression justement d'être le favori. Tu arrives contre des équipes moins bien répertoriées, qui ont plus la dalle. Et voilà, et honnêtement, même moi, je l'explique pas parce que le groupe, on avait tout. On avait vraiment tout en termes de talent, mais je sais pas, la mayonnaise n'a pas réussi à prendre. En tout cas, au moment où on aurait dû vraiment bien jouer, c'est là où on s'est un peu craché. T'avais joué contre le Canada? Non, les 2 premiers matchs, je joue pas. Donc t'étais sur le banc en tenue? Ouais. Et Canada, quand tu vois Shai en face, et tu sais que t'es un peu stopper défensif, ouais. Tu sais pas que tu vas pas jouer. Donc, dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis un peu? Ah, moi, j'étais prêt, moi. T'es prêt? Moi, dans ma tête, je suis prêt. Moi, ça, quand il y a un fort joueur comme ça en face, je me dis, lui, je vais l'arrêter. Dans ma tête, c'est tout un cheminement, c'est tout un, comment dire, un conditionnement, tu vois. Non, mais ça m'a toujours intéressé de voir ce qu'un gars comme un bon défenseur comme ça qui doit. On parle quand même d'un gars, bon, du coup, maintenant qui est MVP NBA. Et c'est pas que le fait de commencer à 0-0 et de pouvoir essayer de l'arrêter tout de suite. Je te parle, le gars il est déjà à 25, il est chaud et toi, tu es complètement froid en fait. Tu vois? Et même malgré ça, tu arrives à te dire, allez, j'y vais. À un moment du match, quand même, tu te dis, s'il me met dedans, là c'est chaud pour moi. T'as pas le temps de t'échauffer, le gars est chaud. Premier sprint. Moi, c'est pour ça, ça me fait toujours rire quand les coachs ils pensent que tu vas prendre un stopper défensif et que maintenant les joueurs sont tellement forts, tu vois. Et que tu vas le sortir du banc comme une carte comme ça et que le gars il va réussir à stopper un gars tout seul, tu vois. Non, c'est sûr que c'est pas la facilité, ça. Bon, au final, on saura jamais. Ça se trouve, tu l'aurais arrêté, quoi. Moi, personnellement, écoute, confiance dans mes qualités. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et derrière, tu fais encore une saison à Monaco. Ouais. Et tu gagnes 2e titre de champion de France de suite. T'es en place là-bas, t'es capitaine, t'as ton rôle. Je pense qu'à côté, la vie de famille se passe bien aussi après toutes ces années. Et derrière, ça s'arrête. Tu t'y attendais? Oui et non, parce que ça reste un monde professionnel et tu sais que rien n'est éternel et que tout peut arriver dans le monde du sport. Non aussi parce que j'étais installé à Monaco et pour moi, je me voyais terminer ma carrière là-bas. Donc le fait que ça se termine comme ça, ça a été un peu décevant, tu vois. Après, tu vois, le fait que le club ne communique pas clairement les choses et ne me dise pas les choses. Ça, j'ai jamais compris pourquoi il y a autant de clubs qui n'arrivent pas à t'appeler en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ou à te dire, encore une fois, on est tous au courant que c'est un business, mais à te dire, voilà où on en est dans notre cheminement. Tu vois. Après, si c'est juste une question d'argent, c'est autre chose, tu as un agent, tu vois. Mais rien qu'à te dire, écoute, là on pense que pour aller next step en Euroleague, il faut un autre joueur, ou peut-être on a une autre option si elle signe pas, et on te garde. Tu vois, au bout d'un moment, on peut tout comprendre, mais il faut juste parler, quoi. Ouais, clairement, surtout Monaco, tu vois. Un autre club, j'aurais pu comprendre parce qu'on n'avait pas cette même relation, tu vois, avec Monaco, on parlait plutôt assez bien. Et je m'attendais à ce qu'on ait cette honnêteté entre nous de se dire les choses, tu vois. Donc c'est plus ça qui m'a touché, plus que le fait qu'ils veuillent pas me garder. Tu vois, ça, qu'ils veuillent pas me garder, ça je le comprends tout à fait. Et c'est, comme je dis, ça reste un monde professionnel et on voit bien, les choses elles évoluent. Donc et la transition vers Paris au final, parce que tu vois, on voit Monaco, très bonne équipe d'Euroleague. Paris, quand tu as signé là-bas, c'était un projet, on va dire, tu vois. Enfin, tu as gagné l'Eurocup, c'est déjà un projet plus que solide, une nouvelle salle qui va... Non, qui était déjà là, la nouvelle salle, la nouvelle salle était déjà là. Mais en soi, ce qu'on voit pas, c'est aussi la transition entre... Monaco, c'est quand même une ville plutôt tranquille, j'ai l'impression. Et là, boum, tu repars à Paris avec une famille, des enfants. J'ai pas l'impression que l'infrastructure à Paris, entre la salle, votre salle d'entraînement, les appartements, soit le truc le plus simple au monde. Dans quel état d'esprit tu as de ce côté-là? Je me dis, c'est cool, ça va être une nouvelle aventure. Paris, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment on m'a présenté le projet.
Quand j'ai vu les choses qui étaient mises en place, je me suis dit, ah bah c'est sérieux. Vraiment, il y a des bases solides et tu sens que le club met tout en œuvre et fait en sorte justement d'être une place forte du basket français. Et, euh, et j'ai cette conviction que dans les prochaines années à venir, là, on va être une place forte du basket français. Donc, quand TJ Short, il part. Ouais, je sais. Je sais bien. Et il va falloir Je le chauffe. reconstruire après lui. Mais, Je le chauffe. tu vois, j'ai confiance, confiance en mes dirigeants. Ce qu'ils ont réussi à faire en 6 ans, c'est quand même, ça reste quand même exceptionnel. Et on trouvera des solutions. Et toi qui avais du coup connu l'Euroleague, le haut niveau de l'Euroleague, quand tu arrives à Paris et que tu vois cette équipe-là, est-ce que dès le début, tu sens qu'il y a un truc à faire? Ou alors tu diras pour l'Euroleague, va quand même, tu as l'Eurocup, c'est bien, et même s'ils ont archi dominé l'Eurocup. Ouais. T'es confiant par rapport au niveau Euroleague, l'enchaînement des matchs, le roster et tout? Non, je ne peux pas te cacher que quand je suis arrivé, je me suis dit, déjà le style de jeu est totalement différent de tout ce que j'ai pu connaître avant. Ok. Je faisais partie de ces personnes-là qui étaient en mode point d'interrogation, mais est-ce que ça va marcher en Euroleague? Ah, mais ça faut le dire aussi, parce que tu sais, maintenant tu as l'impression que... Et autant, c'est bon, c'est prouvé, tu sais que ça peut marcher, Ouais. mais tu as l'impression que maintenant tout le monde le savait. Ouais, Tu vois le truc, ça, ouais. Mais au début, personne n'y croyait. Hein. Et même moi, au début, j'étais assez sceptique sur ce style de jeu-là. Par contre, ce qui m'a fait me dire qu'on avait une équipe spéciale, c'est les premiers instants que j'ai passés avec le groupe. Okay. En fait, voir la cohésion qu'il y avait, c'est juste incroyable. Et j'ai jamais connu de cohésion aussi forte dans une équipe. Les gars jouent ensemble depuis 3-4 ans. Et en fait, ils ont tout gagné ensemble. Ils ont monté les échelons ensemble à chaque fois. Et ça a créé un lien qui est... Enfin, il n'y a rien qui peut se mettre au milieu, quoi. Non, c'est clair. Puis, je veux dire, Lissalo, quand tu fais une saison comme tu as fait à Beaune, tu changes de club, de pays. Enfin, tu connais, il y a plein de coachs qui disent merci les gars, merci pour tout, mais à la rigueur, je ramène TJ Shorts avec moi, le reste, à bientôt, quoi, tu vois. Bonne continuation. Là, il a quand même ramené des gars, enfin, tu vois, un gars comme Herrera, qui je pense est super important dans votre groupe, mais pas beaucoup de coachs qui auraient ramené ce gars-là, tu vois, en tant qu'étranger dans un autre championnat, quoi, tu vois. Non, mais ça montre l'état d'esprit du groupe, quoi. C'est une famille, c'est vraiment une famille, pour le coup. Je déteste ce mot dans le milieu du sport, mais pour le coup, celui-là, je te le laisse. Parce que c'est vraiment ce qui... Ça colle vraiment bien à cette équipe. Et quand tu es dedans, tu le vois, tu le sens. Ouais, en vrai, je pense que vous êtes les seuls qui pouvaient dire ça, tu vois. C'est vraiment... ça se voit. Et tu penses que tu vas reconnaître une saison comme ça un jour? J'espère, hein. Sincèrement, j'espère. Mais je pense que ça va être très, très, très difficile parce que là, la barre, elle est vraiment très haute. Et un gars comme... un coach comme Thiago Splitter, tu vois, quand il arrive... tu sais que derrière, il vient derrière un gars qui a révolutionné. Tu vois, en un an, le gars, il a révolutionné le basket, quoi. Tu vois, basket français. T'as pensé quoi de sa façon de pas trop bouger les choses et simplement suivre le truc? Tu t'es dit, bon. Enfin, tu vois, tu peux très bien se dire, le gars, il a pas de personnalité. Moi, j'ai trouvé ça super intelligent. Oui, non, c'est super intelligent de sa part. On peut être sceptique au début, mais si tu te mets à sa place, il arrive dans un groupe qui vit ensemble depuis des années, qui a un style de jeu, et en fait, tu peux pas arriver et imposer un autre style de jeu à cette équipe-là. Il y a trop de joueurs qui sont dans ce système depuis trop longtemps pour arriver à tout révolutionner. Donc, en fait, c'est plutôt lui qui s'est adapté à ce style de jeu et après qui a implémenté sa vision à certains endroits, tu vois. Et... tu vois, on a eu ces conversations de temps en temps avec les gars où on disait comment ça se serait passé si c'était Lissalo. Et on pense que ça aurait marché, mais peut-être pas aussi bien parce que Lissalo, il est beaucoup plus strict. Et Thiago, lui, il est super positif et il donne énormément de confiance. Et le fait qu'il nous ait donné autant de confiance, ça a énormément contribué à notre succès. Parce que tu sais, quand t'es entre guillemets le petit poussé qui arrive, tu joues contre des Panathinaikos, des Olympiakos et tous les grands noms d'Euroleague, t'as besoin d'avoir cette confiance en toi. T'as pas besoin qu'on te redise à quel point ils sont bons, quoi. Ouais, exactement. Et tu vois, moi, le match qui m'a vraiment marqué avec Thiago, c'était contre Berlin, où on fait le record de shoot à 3 points, je crois, sur un match. C'était incroyable. Mais c'était incroyable. Je me dis, mais
c'est quoi cette dinguerie? On commence le match, on envoie. Nadir, il en a pris genre 18. Nadir, Nadir, c'est un fou. On envoie brique. À la mi-temps, le coach, il arrive, hey, shootez, continuez à shooter, continuez à shooter. Et au bout d'un moment, ça commence à tomber dedans, tu vois. Mais c'est la confiance qu'il donne au groupe, tu vois. Et ne doutez pas, même si tu en loupes 5, continue, ça va tomber. Tu es un basketteur, tu as l'habitude de shooter à l'entraînement et au bout d'un moment, ça va forcément tomber dedans. Et à la fin du match, je sais plus combien Nadir il en prend. Il a dit, ouais, mais tu vois, même si tu dois en prendre 50, prends-en 50. On se regarde tous, on dit, hey. Faut pas le dire deux fois. Non, mais d'ailleurs, c'est intéressant. Comment, en tant que coéquipier, tu vas jouer avec quelqu'un comme Nadir, qui prend des shoots incroyables, qui a aucune conscience. Et c'est là, toi, on me dit, ouais, qu'est-ce que tu en penses? En fait, si Nadir, il n'avait pas cet état d'esprit, il serait encore en National 3. Ouais. Tu vois le truc? Mais ça, cumulé avec son travail, bah, ça lui permet d'être là maintenant, la figure entre guillemets du basket français, signer un très gros contrat, je sais pas où il va le signer, là pour l'instant c'est que des rumeurs, mais donc tu vois, mais toi en tant que coéquipier, tu as fait 15 ans de basketteur pro, tu as joué avec des grands joueurs mais qui ont jamais shooté autant, est-ce que c'est toujours facile? Toujours facile, non. On va pas se le cacher, mais tu l'acceptes parce que l'équipe elle est faite comme ça et elle est aussi construite autour de lui et autour de son jeu et en fait quand tu le vois comment il bosse, c'est ça, hein. Sincèrement, faut vraiment lui donner du crédit parce qu'il bosse, c'est un vrai bosseur et ça donne énormément de respect. Moi j'adore en fait ces genres de joueurs parce que il y a un côté où je me reconnais aussi un peu en lui où t'as faim, quoi. Tu pars de rien et tu travailles et ton travail t'emmène là où t'es. Et ce qui est fort chez lui, c'est que il a un style de jeu particulier qui peut faire grincer des dents de temps en temps, mais son style de jeu, il l'impose et il force le respect avec son style de jeu. Genre, il change pas qui il est et c'est plutôt les gens qui adhèrent à qui il est, tu vois. Je veux dire. Ouais, il ferait la même chose, mais il bosserait pas. Ouais. Je pense que c'est pas pareil. Non, tu vois, en tant que coéquipier au quotidien, tu te dis pas la même chose. Non, ouais, c'est sûr. Mais faut pas oublier qu'il a que 22 ans aussi. Et c'est ce qu'il fait pour son âge, c'est juste ouf. Et crois-moi que avoir un gars sans conscience comme ça, des fois, ça te sort de certaines situations bien compliquées, comme là, la finale, où il prend son shoot fou et qui nous fait passer devant, là, tu te dis... Surtout qu'il fait shoot fou, balle perdue, airball, shoot fou. Tu te dis, en fait, tu vois, c'est pas... Mec, il fait une erreur, il va en mettre 5 de suite, et du coup, ça le... Non, c'est vraiment erreur, hop, j'efface tout. Je rentre, j'efface tout, erreur. Tu vois, c'est. Mais les gens se rendent pas compte, mais c'est une qualité, une qualité folle. Hein. Parce que souvent, les gens ils disent mais si je pouvais shooter 25 fois, c'est facile. Mais ils se rendent pas compte à quel point c'est dur de shooter 25 fois. Mais grave. Grave. Parce que plus t'en shootes, plus t'en loupes. Et tu vois, c'est là où des fois où tu te dis j'ai l'impression, les rares fois où j'ai fait des matchs à 14-15 shoots à 3 points, même si t'en loupes 7, t'es quand même encore à 55% à 3 points, ce qui est énorme. Mais dans ta tête, des fois, tu te dis j'ai beaucoup loupé ce soir. Tu vois, c'est... Non, il faut une vraie force mentale. Hein, parce que des fois, tu commences le match, tu vas louper 3, 4, et tu vas commencer à te dire vas-y, j'abuse, vas-y, il faut que je dose et tout. Enfin, arriver à effacer tout ce qui se passe avant et continuer à te dire vas-y, quoi qu'il arrive, je vais envoyer, c'est une qualité. Hein. C'est une qualité. Et tu as joué avec Mike James, tu as joué avec des talents. Dwayne Bacon, c'est un gros. On en pense ce qu'on veut, mais c'est un talent incroyable aussi. Tu le places où, TJ Short, par rapport à tout cela? Je ne demande pas de me faire du buzz. Est-ce qu'il est meilleur que Mike James, etc. Non, moi je le place dans les numéros 1. Lui et Mike, je les mets numéro 1. Ok. Je le dis souvent, c'est que, ok, il y a sa qualité de basketteur qui est juste incroyable. Mais pour moi, ce qui ressort le plus vraiment, c'est sa qualité de leader. Leader d'homme. Le gars, il est super vocal. Il parle avant les matchs, pendant, après. Et il parle pas juste pour parler. Ce qu'il dit, c'est cohérent, tu vois. T'as des fois des joueurs qui se permettent de prendre la parole, mais il va dire un truc, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? En fait, c'est pas cohérent. Mais lui, par contre, il parle, il sait de quoi il parle, et il arrive à entraîner tout le monde avec lui, tu vois. Et t'as envie d'aller à la guerre avec ce gars-là. Je pense qu'on voit souvent sa vitesse, mais on voit pas le QI basket. Tu vois ce que je veux dire? Savoir quelle situation, même des fois, quand il appelle le mismatch qu'il veut, t'as l'impression que des fois il l'a, mais il va quand même encore
en appeler un deuxième où tu te dis attends mais pourquoi il appelle celui-là alors qu'il avait déjà ce qu'il voulait, mais en fait après tu comprends. Ouais. Et donc tu vois toute cette partie QI basket, encore une fois quand tu as beaucoup de qualité, il y a toujours une autre qualité que les gens ils voient pas forcément parce qu'ils sont tellement obnubilés par lui sa vitesse, tu vois c'est alors en plus le système, je trouve ça l'intelligence qu'il a eu c'est de rester dans le même système. C'est bon, maintenant au bout d'un moment il y a un contrat à aller chercher. Ouais, clairement. Ça va 2 secondes, tu vois, la fraternité et tout. Mais... puis l'âge avance. Hein. Les contrats, il n'y en aura pas 36 000. Donc il faut aussi. C'est des paramètres auxquels il faut qu'ils pensent. Quoi. Ouais, hâte de suivre ça. Et toi, donc tu as 33 ans. Ouais. Ça commence à avancer. J'ai 24 ans, je vois pas de quoi tu veux parler. Qu'est-ce que tu attends là pour les dernières années de ta carrière? Déjà, tu te vois jouer jusqu'à 40 ans ou un truc du genre? Dans ma tête, je veux aller jouer tant que je peux, c'est continuer à jouer. Et même Pro B? Ça, je sais pas. Ouais. Je sais pas. C'est pas pareil. Hein. Tu sais, quand tu as connu le très haut niveau, des fois, arriver à descendre de niveau, c'est pas évident. Mais j'aime tellement le basket que ça peut être possible. C'est possible, ouais. Ok. Bon, Yak, on va conclure là-dessus. Est-ce que, je pense que j'ai déjà ma réponse, mais si en arrivant à l'élan Chalon à 16-17 ans, on t'avait montré la carrière que t'allais faire, t'aurais signé ou... Tout de suite. T'aurais juste pas pris le foam roll, quoi. C'est la seule chose que j'aurais évité. Ouais. Il y a juste un point qu'on n'a pas parlé, que j'aimerais qu'on voit vite fait. Tu sais, je t'ai dit que j'étais beaucoup impulsif, tout ça, avant. Ouais. Et ce qui a beaucoup changé aussi, c'est la préparation mentale. Et ça, pour moi, c'est... Je savais pas que tu bossais avec quelqu'un, tu vois. Ouais, j'ai bossé avec quelqu'un à Denain. J'ai commencé, en fait, à Denain, à bosser sur ça, beaucoup. Et ça m'a beaucoup aidé. Et t'as gardé la même personne tout le temps? Non, j'ai changé. Derrière, maintenant, je bosse avec Nourdine qui bosse sur Le Mans. Et on n'en parle pas assez, mais pour un sportif de haut niveau, dans le monde professionnel, c'est super important. Dans quelle situation, toi, ça t'a... Peut-être on parlait d'avant des DNP, des trucs comme ça. La gestion des émotions. Déjà, rien que ça, la gestion des émotions, pour moi, c'est capital. Parce que en tant que basketteur, c'est un sport d'adresse et tu vis des moments où tu as besoin d'être serein, d'être calme et d'être sûr de toi. Si tu arrives et tu es trop pris par tes émotions, trop excité, trop énervé, déjà tu le sens, t'es shooter, tu sais comment c'est. Ton shoot, il est plus pareil, ton bras, il va se crisper, ou même tu vas te prendre la tête avec n'importe qui, tu vas pas penser au play d'après. Et comme on dit, le basket, c'est un sport, tu vis le moment présent. Et pour moi, vraiment dans les hauts et les bas. Tu vois, c'est pour ça que toi, le fait, tu vois, quand tu mets des gros shoots, tu cries. T'as crié, mais tu passes à autre chose rapidement au final. Tu vois, c'est pas simplement... Enfin, j'avais Djokovic, il en parlait, il disait... je vais peut-être crier, je vais peut-être des fois même jeter ma raquette, m'énerver. Mais au final, voilà, c'est passé et je passe à autre chose. Et d'ailleurs, cette préparation d'avant-match, là, tu cries toi un peu ou tu joues au ping-pong, tu fais quoi? Non, moi je serre la main, je fais des câlins, c'est tout. Mais c'est très très sobre. Ouais. En arrivant là, je m'étais juré que je ne prendrais pas part à cette folie. Parce que je pense que l'année dernière, tu devais voir les vidéos, tu devais les tailler aussi. Quand j'étais avec Monaco, je les entendais crier, je me disais, mais venez, on leur en met 40. C'était une motivation. Après, il faut avoir le roster aussi pour pouvoir dire ça. Tu vois. Oui, c'est vrai. mais comment ça se passe d'ailleurs quand tu arrives? On vient nous voir et on te dit, Yak, bon alors toi, tu veux faire quoi? Non, c'est même pas ça. Ils font leur truc. Toi, t'arrives, tu suis la vibe, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, tout le monde est là, ils ont leur propre routine. Tu vois, ça c'est encore pareil. Ça, c'est un truc où, à part vous, n'importe qui d'autre, ça sonnerait tellement faux, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve là où respect entre guillemets. Alors t'aimes ou t'aimes pas, moi tu me connais, c'est pas mon... Je pourrais pas faire ça, quoi. Mais le fait de le faire sur 10 matchs gagnés de suite ou 10 matchs perdus de suite, tu vois, c'est une routine. Encore une fois, tant que tu fais pas le malin seulement quand tu gagnes, mais aussi quand tu perds, tu continues à avoir les mêmes routines, etc. Rien à dire, quoi. Et tu vois, je te disais, je le voyais de l'extérieur, mais une fois que je l'ai vécu en tant que joueur de Paris Basket, j'ai compris en fait pourquoi ça. Moi avant je le prenais comme vas-y, ils sont hautains, ils se la racontent. Non, moi je pense qu'ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais en fait non, c'est juste c'est une façon déjà de décharger la pression et de se mettre dans le match.
Parce qu'une fois qu'on passe la porte et qu'on commence le match, tout le monde est super sérieux et focus sur ce qu'il y a à faire, tu vois. Et ça rentre aussi dans la préparation mentale, hein. Très sincèrement, ça rentre dans la préparation mentale. Petite anecdote aussi, c'est le match contre Barcelone, où on va à Barça. Ouais. Et pour moi, c'était le summum. Ok. Tu sais, dans les couloirs de Barça, en fait, là où on se met à crier, c'est juste en face du vestiaire de Barcelone. Ok. Et devant le vestiaire, tu avais Juan Carlos Navarro, tu avais en gros les coachs et assistants coachs qui étaient devant. Et nous tous en train de chanter, danser, crier. Ah, ah. Et moi, je regardais la scène un peu, tu vois, avec du recul. Et je regardais Juan Carlos Navarro qui regardait, mais tu sais, un regard dépité avec du dégoût. Mais Genre, disant, c'est mais quoi, qu'est-ce c'est clown, qu'ils font quoi. ouais. Et derrière, on arrive, on gagne quasiment de 20 points contre eux. Ouais. Tu sais, ils se disent, mais. T'as checké si Barça, le match après, ils ont pas crié aussi ou... Non, je pense pas. Mais tu vois, en fait, pour ces équipes, c'est pas pareil parce que eux, ils ont une telle pression que ces genres de matchs-là, tu te dois de les gagner. Tu vois, c'est même pas une option, c'est tu dois gagner ces matchs-là. Et quand tu arrives, toi, que tu as la pression et que tu vois d'autres gars qui sont là en totale détente, qui sont là, I got a feeling. Tu te dis, ah, mais c'est quoi ça, tu vois. Et c'est pas pareil. Non, et tu vois que les gars, ils ont pas peur au final. Ouais. Enfin, peut-être que t'as peur quand même, mais tu le montres pas déjà. Tu Ouais, vois. ouais. Ça envoie déjà un message. Ouais. Inconsciemment, ça envoie déjà un message à l'autre équipe, tu vois. Non, bah super intéressant, et notamment merci pour le point sur la partie mentale. Si tu me vois l'année prochaine crier, gros. Ah. Si t'arrives à Beaublanc et tu me vois crier... Rejoins le bateau, allez, viens. Je viendrai avec vous crier et je reviens après. Si. Bon, Yag, merci, félicitations en tout cas pour cette belle carrière. Clairement, si on avait, quand je t'ai vu arriver en essai ici, là, mettre des dunks avec la tête, mais on savait pas si c'était 2, 3, 1, je suis part du coup. Et maintenant, tu es devenu un super joueur complet. Je pense une personnalité super respectée dans le basket français. Et d'ailleurs, pour l'après-carrière, des plans un peu déjà ou Bah là, j'ai repris les études. Je fais un master. Propre. Un master en management. Okay. Donc, pour l'instant, c'est terminer ça et voir après. Voir un peu. Voir après comment ça se passe. Sachant que t'as investi dans l'immobilier aussi. Ouais, j'ai investi aussi à Limoges. Ok, propre. Bon, bah, Yag, félicitations. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne saison à toi. Merci. Ciao.